Bonjour. Quand on investit dans l'immobilier en Israël, il y a une question fiscale qui est vraiment cruciale et souvent assez mal comprise. Est-ce que les revenus qu'on génère sont un simple placement ou est-ce qu'on est en train de gérer une véritable entreprise? La réponse, elle peut complètement changer la rentabilité d'un portefeuille. Alors voilà, c'est la question centrale. Des revenus locatifs en Israël, est-ce qu'on parle d'un simple placement ou d'une vraie entreprise? C'est important de se poser la question parce que les conséquences financières, elles, sont énormes. Et voilà pourquoi c'est si important. La différence est spectaculaire. D'un côté, si c'est un placement passif, l'imposition est à un taux fixe de 10%. Simple. Mais de l'autre, si c'est considéré comme une entreprise commerciale, alors là, attention, l'imposition peut grimper jusqu'à 50% plus les charges sociales. On ne joue clairement pas dans la même catégorie. Pour bien comprendre comment on peut basculer d'une catégorie à l'autre, parfois même sans s'en rendre compte, le mieux c'est de regarder un cas concret. On va donc analyser une histoire bien réelle de requalification par le fisc. Alors notre histoire, c'est celle d'un investisseur qui possédait un portefeuille immobilier assez conséquent. 12 appartements, tous situés à Jérusalem. Et ce portefeuille, il tournait bien. Il générait des revenus locatifs annuels de plus de 500 000 shekels. Autant dire que c'est une somme qui, forcément, a attiré l'attention de l'administration fiscale. Cet investisseur, lui, il était convaincu que c'était juste de la gestion de patrimoine. Il a donc déclaré ses revenus sous le régime forfaitaire et a payé 10% d'impôts. Pour lui, son implication était minime et ses revenus étaient purement passifs. Sauf que le fisc israélien ne voyait pas du tout les choses de la même manière. Leur argument principal tenait en une expression bien précise. Pour eux, l'organisation mise en place constituait un manganon ishki, c'est-à-dire un mécanisme commercial du fait de sa structure et de sa régularité. Et au final, l'affaire est allée au tribunal, qui a donné raison au fisc. La décision des juges a été très claire. Peu importe l'intention du propriétaire, ce qui compte, c'est la réalité économique des faits. Et dans ce cas, c'est l'organisation quasi-professionnelle qui a été l'élément décisif. Ce cas n'est pas juste une anecdote, il illustre un cadre juridique bien précis. Alors regardons d'un peu plus près les critères que le fisc et les tribunaux utilisent pour faire cette fameuse distinction entre un investisseur et un entrepreneur. En fait, la Cour suprême israélienne a mis en place toute une série de tests. On y examine le nombre de biens, bien sûr, la fréquence des achats et des ventes, l'expertise de l'investisseur, mais surtout, et c'est souvent le point clé, l'existence de ce fameux mécanisme commercial. Il faut bien comprendre qu'aucun critère n'est décisif à lui seul, c'est vraiment l'ensemble des circonstances qui est pris en compte. Alors, c'est quoi exactement ce mécanisme commercial, ce manganon ishki? Eh bien, c'est tout simplement une activité qui est organisée et continue, avec pour but de gérer, d'optimiser et de faire grandir un portefeuille immobilier. Si on emploie du personnel, même à temps partiel, ou qu'on délègue tout à une société de gestion qui est très active, ce qui était le cas dans notre exemple, c'est un indice extrêmement fort pour le fisc. Bon, au-delà de la théorie et des décisions de justice, comment est-ce que ça se passe en pratique? Le fisc a mis en place des directives et des seuils assez clairs pour guider son analyse. En général, l'approche du fisc est la suivante. Jusqu'à 5 appartements, on part du principe que c'est un revenu passif. À partir de 10 appartements, la présomption s'inverse. C'est considéré comme une activité commerciale. Et entre les deux, entre 5 et 10, c'est la zone grise. C'est là que l'analyse se fait au cas par cas. Et c'est aussi là que le risque de requalification est le plus élevé. Pour résumer, on a deux mondes. D'un côté, le régime forfaitaire à 10%. Son avantage, c'est simple. L'inconvénient, c'est calculé sur le revenu brut. On ne peut déduire aucune charge. De l'autre côté, le régime d'entreprise. C'est plus complexe, le taux est progressif jusqu'à 50% avec les charges sociales, mais, et c'est un grand mais, il permet de déduire toutes les dépenses, les intérêts du prêt, les travaux, l'amortissement du bien, etc. Ok, après avoir vu ce cas pratique, les critères et les règles du jeu, qu'est-ce qu'on doit retenir pour sa propre stratégie? Comment faire pour éviter une très mauvaise surprise fiscale? S'il y a vraiment une idée à garder en tête, c'est celle-ci. Le nombre de biens, finalement, ce n'est qu'un indicateur. La question fondamentale que le fisc se pose, c'est comment le portefeuille est-il géré? Une gestion active, structurée, qui vise la croissance. Ça pointe systématiquement vers une activité commerciale. On termine donc avec une question essentielle. On l'a vu, la frontière entre la simple gestion de patrimoine et une véritable entreprise peut être très mince, mais les conséquences d'une requalification, elles, sont énormes. Il est donc fondamental pour tout investisseur de se demander « Est-ce que ma stratégie actuelle repose vraiment sur des fondations fiscales solides ?» C'est une réflexion qui est tout simplement indispensable pour protéger ses investissements sur le long terme.